Cette semaine, dans le balado, on visite les coulisses de l'industrie de la porno californienne. On scrute les montagnes du Tibet à la recherche de la mythique panthère des neiges. Et on est témoin d'étranges phénomènes dans un petit village de campagne britannique. Vous êtes dans mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Pat. Alors, un menu assez varié. Mais quand même assez niché cette semaine. Ouais, c'est ça. Il y a plusieurs sorties, là, même dans la section autres sorties. Il y a énormément de films. Tous des films de qualité pour la plupart, mais c'est pas encore la semaine des blockbusters. Là. C'est ça. Je dirais que c'est des films audacieux qui vont vous challenger. Ouais, mais qui méritent d'y porter attention. Vraiment. Voilà. Avant d'y venir, faisons la semaine des actus. Il y a quand même des petites nouvelles intéressantes pour les amateurs d'un film culte qui n'était pas un grand succès à l'époque, mais un film de 1984 que je ne sais pas si tu as déjà vu qui s'appelle This is Spinal Tap. Je l'ai vu une fois, mais j'en ai pas de souvenir. Comme j'avais pas 6 ans, là, c'est juste... Je l'ai vu une fois, j'ai fait « Ah oui, c'est drôle », mais je l'ai pas écouté comme 15 fois, puis je me souviens du volume à 11, mettons. Là. Donc, c'est un... je sais un peu ce que peut-être donné le genre. C'était pas le premier, mais l'espèce de docu-fiction. Documentaire. Ouais, c'est ça, ouais. Donc, évidemment, This is Spinal Tap, qui était le premier film de Rob Reiner, qu'on a connu plus tard avec, évidemment, When Harry Met Sally, qui est peut-être un de ses plus grands succès, qui, justement, relatait ou suivait un groupe de heavy metal et en tournée, tout ça. Donc, on va avoir une suite qui va se dérouler vraiment 40 ans plus tard parce que la sortie est prévue pour 2024. Donc, on l'annonce quand même assez tôt, mais je pense qu'on veut créer un petit buzz. Alors, Rob Reiner revient derrière la caméra et les 3 comédiens originaux, Christopher Guest, Harry Shearer et Michael McKean, qui ne sont pas des gros noms. Là, mais Christopher Guest a perduré dans le genre parce qu'il a quand même eu de bons petits succès d'estime avec Best in Show, qui était même genre de faux documentaire sur les compétitions de canins, de chiens. Il en avait fait un aussi sur le monde du théâtre. Il y a 10-15 ans, il a fait comme 3-4 films dans le même genre un peu. Harry Shearer, connu pour faire beaucoup de personnages dans Les Simpsons, donc il a fait beaucoup de voix. Un voice actor. Ouais, et Michael McKean, un visage connu, mais il n'a jamais eu de grands rôles nécessairement. Alors, pour les amateurs du genre, donc 2024, on aura un This is Spinal Tap 2. Ouais, j'avais entendu que l'histoire, ça serait probablement que, je peux me tromper, mais c'est comme à la mort du gérant, la femme de leur gérant hérite comme du contrat de leur catalogue, de leur carrière et tout. Fait qu'elle les force à refaire un show pour célébrer peut-être la mort ou quelque chose comme ça. Fait que, bref, ça forcerait donc le groupe à se réunir. Mettons. Voilà. Donc, mais ça devrait être honnêtement assez intéressant, je pense. Une rumeur dans les films de super-héros. Quand même, on est plus dans les rumeurs qu'une grosse nouvelle. Mais habituellement, quand l'information coule, c'est que il n'y a jamais de fumée sans feu. On sait qu'il va y avoir un film de Fantastic Four, éventuellement, dans les prochaines années. Et John Watts, qui était le réalisateur derrière la trilogie des Spider-Man, devait normalement réaliser le film, mais là, il a quitté le projet. Citant, je pense, comment on appelle ça, les divergences artistiques ou quelque chose comme ça. On évoque souvent cette clause-là pour dire finalement qu'on ne s'entend pas sur la direction à prendre. Et là, les rumeurs disent que ce serait une comédienne et maintenant réalisatrice, Bryce Dallas Howard, donc la fille de Ron, qu'on a vu évidemment dans les Jurassic Park. Le suivant s'en vient, oui. Effectivement. Et qui jouerait également Sue Storm, donc Madame Fantastique, la femme invisible. Donc, elle aurait un double rôle, elle jouerait dans le film. Mais, elle s'est vraiment fait une carrière de réalisatrice dans les dernières années, surtout travaillant sur les projets de Star Wars chez Disney, dans les séries. Donc, elle a tourné des épisodes du Mandalorian, de Book of Boba Fett et tout ça. Puis, vraiment, elle a fait parmi les meilleurs épisodes. Fait que, c'est pas honnêtement un feu de pain. Là, elle a vraiment un talent de réalisatrice. Il y a Jon Favreau aussi. Je pensais s'il y en a d'autres dans les MCU qui réalisaient et jouaient. Jon Favreau, mais c'était un rôle secondaire quand il est comment il s'appelle? Happy Hogan. Happy, c'est ça. Mais ce que je vois aussi, c'est
si je veux pas faire d'âgisme, là, c'est juste que si elle joue Sue Storm, c'est qu'on va aller dans des Fantastic Four qui ont plus, disons, dans la quarantaine. Ouais. Que la dernière version que Fox avait essayé, que l'on était allé sur comme des espèces de vingtenaires surdoués. Oh, tout à fait. Et là, la grande question, et je pense qu'on n'aura pas le choix, pour ceux qui ont déjà vu Doctor Strange, ceux qui ne l'ont pas vu, bouchez vos oreilles 2 secondes. Ouais. Évidemment, c'est John Krasinski, qui est un souhait des fans, ces réseaux sociaux qui circulaient de plusieurs années de le prendre comme Monsieur Fantastique. Donc, on a pu enfin voir dans le Doctor Strange. Mais là, j'imagine qu'ils ne l'ont pas confirmé parce qu'ils ne veulent pas brûler le spoiler tout de suite, mais ça pourrait arriver dans quelques temps. Oui, tout à fait. Restons chez nos amis Disney, Pixar, qui ont annoncé leur nouveau film, qui va juste prendre l'affiche quand même en 2023. Elementals, je ne sais pas si vous avez vu ça passer. Non. Donc, on en sait très, très peu. Là. On a montré quelques dessins de la conception artistique. Donc, c'est les 4 éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air. Ouais. Qui vivent dans une espèce de ville à la New York, la Manhattan, là, et évidemment doivent vivre selon leurs différences et apprendre à vivre ensemble et tout ça. Là. Donc, je pense que ça parle beaucoup d'inclusivité et de l'acceptation des différences et tout ça. Donc, prendra d'assaut les écrans le 16 juin 2023 seulement. Donc, mais tu sais, c'est un peu la cadence. C'est dans un an. Ouais, c'est ça. Un par année, on a été choyés parce que, je pense, à cause de la pandémie, il y a eu des retards et tout ça. Donc, on a comme eu un gros... plusieurs productions de Pixar en l'espace de quelques années. Alors là. que d'habitude, c'est peut-être plus 1 ou 2 ou 3 ans. Là. Donc, à suivre. Et sinon, pour les amateurs de trames sonores et de musique comme dont tu fais partie, oui. quand même un gros décès cette semaine, celui de Vangelis, compositeur de musique d'origine grecque. Ouais, surtout célèbre pour le chariot de feu, Chariots of Fire, qui est la toune quand on veut courir au ralenti pour faire quelque chose d'épique. Là. Et c'est quand même drôle parce qu'il n'en a pas fait tant que ça de trame sonore. Et tu l'as mentionné, Chariots of Fire reste la musique à laquelle il va être toujours associé. Il avait quand même gagné un Oscar en 1982 là, pour le film. Il avait travaillé l'année d'après sur Blade Runner avec Ridley Scott, qui va retravailler pour le film 1492 avec Gérard Depardieu, sur Christophe Colomb, évidemment, qui était quand même aussi une excellente trame sonore. Là, le thème, on le ferait jouer, vous le reconnaîtrez, là, même si c'est pas aussi iconique que Chariots of Fire. Après ça, il a juste fait quelques autres films, mais il a travaillé quand même beaucoup dans l'industrie de la musique. Donc, quand même, Vangelis avait 79 ans. Mais là, j'ai envie de faire un petit pont parce que tu me disais que le dernier film sur lequel il a travaillé, c'était Alexander de Oliver Stone. Ouais. Et on vous rappelle qu'on va animer le Q&A à Québec au cinéma Le Clap. À pas confondre avec la grande entrevue. Ça, c'est pas nous autres. On laisse ça à Jean-François Lépine. Mais le Q&A... C'est la petite entrevue. Oui, c'est ça. C'est la petite entrevue autour de JFK Revisited Through the Looking Glass qui va être présentée le lundi 13 juin à 19h au Clap. Et les billets sont maintenant en vente. Et ils font aussi un genre de focus sur sa carrière avec plusieurs films qui sont présentés la semaine précédente, dont JFK, qui est probablement une très bonne mise en contexte avant d'écouter JFK Revisited. Alors, allez sur le site du Clap à Québec pour plus d'informations. Et dernière nouvelle, écoute, je pense qui a surpris à peu près tout le monde, et parce que, c'est la reprise d'un film iconique qui a marqué une génération et l'histoire du cinéma, mais avec une... Firestarter. Pas Firestarter, on ne parle pas de cette reprise-là, mais avec une actrice quand même hyper connue, avec une réalisatrice qu'on n'aurait pas pensé qui aurait fait ce projet-là. C'est avec le retour d'Emmanuelle, mesdames et messieurs. Oh, OK. Évidemment, figure de proue du cinéma érotique des années 70. Mais si je comprends bien, c'est qu'il y a eu un film, mais moi, je connais plus... C'était comme des mini-épisodes qui jouaient genre à TQS tard dans la nuit. Là. Mais c'est le même personnage. Ouais, tu as eu plusieurs incarnations. Donc, tu as une petite série de films avec Sylvia Kristel. Je pense qu'on a fait 3 ou 4 là, qui fait partie de la série principale. Lorsqu'elle a quitté le rôle, on a gardé le nom, mais on a fait plein d'autres films d'exploitation sous le nom d'Emmanuelle. Okay, c'est ça. Et effectivement, il y avait une série de télé aussi érotique, donc utilisant le nom. Mais je sais qu'elle était revenue pour faire comme des petits ponts là, entre les histoires, des trucs comme ça. Là, bref. Okay. Donc, Emmanuelle, et ce sera Léa Seydoux
quand même. Ouais, qui incarnera. c'est pas rien, Non, c'est ça, quand même. Et la réalisatrice, c'est Audrey Diwan qui nous a donné l'excellent L'événement. Oui, c'est ça, Donc, OK. quand même un film, je dirais, assez résolument féministe. Et là, avec j'ai hâte de voir l'angle. Ça va être... Ouais, exactement. Ça va Mm. être très intéressant de... Tu sais, c'est quand même un combat qu'on mène de plus en plus dans les films. C'est aussi de dire, la sexualité, ça appartient pas juste aux hommes, là. Puis c'est pas les filles, s'ils sont cochonnes, c'est comme un péché ou quoi que ce soit, là. Fait que c'est ça, non, ça appartient à tout le monde. Fait que oui, c'est Puis intéressant. c'est ce qui est drôle avec le film et le roman à la base, c'est que c'est comme un double discours. C'est pour la libération de la femme, mais en même temps, c'était du regard très masculin, réalisé par des hommes. Et en quelque part là-dedans, elle était très manipulée par son mari qui la poussait vers une certaine liberté sexuelle, mais pour son plaisir à lui. Là. En tout cas, donc ça va être à voir. Emmanuel, il n'y a pas de date encore quant à une éventuelle sortie du film, mais si on l'annonce, j'imagine que le tournage doit débuter Dans la prochaine, c'est quelques mois peut-être. Effectivement, donc ça sera à suivre, donc cette reprise d'Emmanuel au grand écran. On peut tout de suite... il n'y a pas vraiment de bande-annonce notable cette semaine. Non, c'est ça, pas de gros films. Donc, alors, allons-y. On a annoncé, je peux faire une parenthèse, oui, vas-y. Du côté de Opal Film au Québec, on a annoncé la sortie de Arlette, ce fameux film qui a fait un peu scandale parce que c'est le prochain film de Marie-Lou Wolfe qui met en vedette Marie-Pierre Morin. Fait qu'on se souvient qu'elle avait été cancellée pour différentes raisons et là, c'est comme un peu son retour. On avait vu à Ciné-Québec des premiers extraits. Ça semblait très bien, en fait, là, comme genre d'attaque. Mais là, la bande-annonce n'est pas sortie comme telle. On a juste annoncé la sortie du film qui sera le 5 août. C'est comme une satire politique. Ouais, exact. Dans le fond, c'est le contexte. Ça fait un petit bout, là. Mais si je me souviens bien, c'est que c'est une vedette d'une quelconque manière. Je me souviens plus si c'est une chanteuse ou une actrice ou quelque chose comme ça qui se retrouve, qui se présente en politique, est élue et là, elle devient ministre de la Culture. Fait qu'on va voir le jeu de coulisses là-dedans. Elle essaie d'obtenir des budgets pour aller avec ses promesses électorales, mais je pense que c'est le ministre des Finances qui est joué par David Lahaye. Lui, il en a rien à foutre. Fait que c'est vraiment un jeu de coulisses de pouvoir. Et c'est, je pense, un des rares films qui ont pu tourner vraiment au Parlement à Québec, là, qui ont eu accès à la Chambre Bleue. C'est ce qui révélait. Chambre Bleue. Le Salon Bleu. Le Salon Bleu, c'est ça. Donc, assez intéressant. Alors, ça va être à découvrir au mois d'août. Allons-y pour les sorties de la semaine. Oui, on parlait de sexualité. Voilà. Alors, restons dans le thème de l'érotisme et je dirais même... de la pornographie. Une coche au-dessus avec Pleasure, Julia en français. Jessica. En français, en fait, version sous-titrée française. Il n'y a pas de version française qui a été faite, mais ça se peut que votre cinéma le titre Jessica. Et donc, un film suédois. Premier film de la réalisatrice dont j'adore le nom, Ninja Thyberg, quand même, avec l'actrice Sofia Kappel, dont il s'agit également d'un premier rôle. Alors, de quoi nous parle Pleasure? Sachez premièrement que c'est 18 ans et plus érotisme. Alors, ça vous indique que ça va bien avec le titre. C'est de concordance. Dans le fond, à travers le portrait, disons, percutant d'une jeune Suédoise qui aspire à devenir une star du porno aux États-Unis. On est donc en Californie, là, où c'est, je sais pas, l'Eldorado de la pornographie. Mais Pleasure présente un regard plus féminin, si on veut, sur les coulisses de ce monde-là, qui est assez macho. Un peu comme on disait finalement avec Emmanuel, sauf qu'au lieu d'être dans le soft porn, là, on est dans le hardcore. C'est un peu ça le synopsis, là. C'est comme ça, sa quête pour devenir une star, finalement, là, qu'elle débarque aux États-Unis, elle parle anglais et tout. Elle fait un peu de pornographie là-bas, puis là, elle rentre dans les tournages, elle a un agent, comment ça se passe. Le film, je sais pas si tu allais là, c'est que c'était une idée de... Ninja Thyberg avait déjà fait un court-métrage il y a quelques années. Fait qu'on sent que c'est quelqu'un qui est comme fasciné par cette industrie-là, fait qu'il voulait en faire une histoire. Le film, par contre, est en anglais majoritairement. Là. C'est plus parce que l'actrice principale est suédoise et la réalisatrice, fait que c'est une production suédoise, mais c'est tout aux États-Unis que ça se déroule. Là. Il y a juste un moment là, qu'elle parle à sa mère par téléphone en suédois. Là. C'est tout. Le film avait été sélectionné aussi à Cannes en 2020, là, la fameuse année où il ne s'est rien passé. Il avait ouvert Sundance en 2021. C'est quand même le genre de film à aller à Sundance, justement, là, un petit peu champ gauche. Et la plupart des autres comédiens sont des vrais
des acteurs, actrices, intervenants du milieu pornographique. La plupart ont des noms différents, mais j'ai lu par après, il y a un super agent, là, comme dans le film, j'ai oublié son nom. Spiegler, c'est ça. Fait que si tu arrives à travailler pour lui, ben, tu as tous les tournages puis tu deviens une vedette. Ben, c'est le vrai, il joue lui-même. Là. C'est son vrai nom, la vraie personne. Et d'ailleurs, c'est un ami de Ninja Thyberg. Donc, j'ai eu l'occasion de lire un excellent article dans le New York Times sur la production du film. Et ce qu'elle mentionne, ce qu'elle révèle, c'est qu'au début des années 2000, c'était une militante très anti-pornographie et tout ça. Et elle a suivi cours de scénarisation, mais sur aussi des études féministes et tout ça. Et finalement, ça a été intéressé justement à la pornographie, la représentation de la femme. Et en faisant un travail sur ce milieu-là, finalement, ça l'a vraiment fasciné. Elle a voulu en savoir plus. Elle s'est ouverte à ça. Et suite justement son court-métrage de 2013, qui avait fait beaucoup jaser dans les différents festivals. Mm-hmm. Donc, elle a débarqué à Los Angeles et justement, elle cherchait... Elle se sentait un peu imposteur quand elle a fait le court-métrage parce qu'elle parlait de l'industrie de la porno. Elle voulait montrer un peu la réalité, comment ça se déroule, mais elle n'avait jamais participé. Elle n'avait jamais été témoin de ça. Alors, elle disait, pour un long-métrage, je veux vraiment m'imprégner du milieu. Alors, son travail de recherche. Effectivement, donc elle a passé 4-5 ans quand même dans le milieu. Et rapidement, dans les premiers jours qu'elle a débarqué à Los Angeles, elle est allée voir ce monsieur Spiegler-là et lui a ouvert toutes les portes de l'industrie et tout ça. Donc, elle a pu assister à des tournages, rencontrer plein de gens. Et ça se sent d'ailleurs dans la facture du film. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié de Pleasure, c'est que ça ne porte pas jugement, ni pour ni contre. Ça va juste exposer la réalité du milieu, comment les gens sont traités. Et ce qui est surtout fascinant, c'est évidemment, c'est entre les pauses, entre les scènes de tournage aussi, comment ça se déroule. Donc, ça nous ouvre les portes d'un milieu qui est quand même fascinant. Là, on doit pas s'en cache pas. Là. Puis, c'est pas, comme tu dis, le film porte pas de jugement. C'est pas un film qui est fait pour exciter. Non. C'est cru, mais c'est pas l'envers érotique. Du décor, c'est ça exactement. Fait que oui, c'est de la sexualité, mais c'est que tu vois beaucoup tout le autour, les relations, la rivalité entre des stars, des abus quand même un peu du système, des blessures intimes, on pourrait dire quand même. Puis au-delà de là, c'est ce qui est le fun, c'est que ça va au-delà des clichés. Des fois qu'on nous présente, c'est vraiment, je trouve que c'était des personnages que je trouvais réels, attachants. La comédienne Sophia Capel, donc il s'agit d'un premier film. Quand même, là, c'est un rôle qui est assez audacieux, qui est prenant, mais elle est tellement bonne. C'est ça. Puis les personnages puis les motivations sont comme super bien faites. C'est vraiment des vrais humains, bien que son personnage à elle, là, Bella Cherry, est comme assez mystérieux, mais... C'est ça que je trouve ça bien. C'est comme une fenêtre dans le temps. Fait que tu apprends où est-ce qu'elle est. Tu vas vivre une partie de son parcours. Je ne sais pas si ça finit bien ou pas bien. Mais c'est pas non plus juste une grosse descente aux enfers. C'est comme un vrai parcours de vie. C'est aussi quelqu'un, on avait Noémie dit oui il y a quelques semaines, mais c'est comme complètement différent parce que là, on a quelqu'un qui vraiment veut... Qui s'assume, c'est quoi, puis elle veut devenir une star. Par contre, elle va croiser sur sa route certains tournages qui vont, disons, challenger ses limites morales et humaines. Mais il y a certains tournages aussi qu'on penserait que c'est les plus trash, puis finalement sont menés avec douceur. C'est toutes des femmes qui travaillent autour d'elle, puis il y a une complicité avec l'acteur avant, il parle de tout et de rien. Et il y a d'autres tournages où elle arrive, ça va être plus peut-être simple, mais t'arrives, c'est juste 4 gars qui ont l'air d'être bienveillants, mais quand même, c'est un peu weird. Et il y a un tournage qui est, à la fois, c'est en tout cas un genre de pornographie pour une clientèle plus ciblée, que je quand même dirais malsaine. Là. Et ce qui est quand même frappant derrière tout le discours, j'en ai vu un peu des documentaires, tout ça, des actrices qui sont dans ce milieu-là, puis qui se disent en contrôle et libérées, tout ça, mais reste que on les voit quand ils vont avoir rencontré des agents de casting, c'est de la chair humaine, là, c'est un morceau de viande, ils sont traités comme tels. Oui, puis ils prennent des photos sur leur cellulaire aussi, comme un peu, c'est pour mes références, mais c'est ton cell personnel, là, en tout cas. Mais tout est... Mais bref, sachez que, je sais pas si tu avais d'autres choses à dire, moi je conclurais... Vas-y. Ouais, je dirais juste comme, c'est un film de genre, c'est niché, il faut que vous sachiez ce que vous allez voir, mais c'est super bon, c'est super bien fait.
Il me semble sur Rotten Tomatoes, il est déjà assez élevé aussi. Mais c'est sûr, ça sera pas très longtemps au cinéma parce qu'un film 18 ans et plus, c'est très restreint comme public. Bref, Mais je pense pas que ça va être très longtemps à l'affiche si vous avez ce film-là de disponible près de chez vous. Mais c'est vraiment un film de très grande qualité à voir. Assurément, j'ai hâte de voir ce que, justement, la réalisatrice Ninja Thyberg nous livrera comme deuxième film. Ouais, parce tu disais qu'elle était ouverte à vouloir faire du gros cinéma. Ouais, elle veut vraiment travailler aux États-Unis, dans la culture pop et tout ça. Elle s'en cache pas, là. Donc, c'est ça, pas juste choquer. Comme ça. Ben, le film n'est pas fait pour choquer, mais disons... Ça brasse la cache. Donc, si vous aimez ce genre de film-là, allez-y, assurément. Parlant d'autres films qui brassent et qui vont polariser, qui ne laissera personne indifférent, le nouveau d'Alex Garland, Men. Alex Garland, évidemment, qui nous avait donné l'excellent Ex Machina. Oui. Le tout aussi bon Annihilation, qui était son premier film de grand studio, qui n'avait pas eu le succès commercial escompté. Ouais. Donc, c'est quand même un science-fiction. Fait science-fiction, il faut d'abord que tu aies un succès critique, mettons. Mm-hmm. Puis ça, c'est déjà une victoire. Puis avoir un succès financier, c'est une autre affaire. T'sais. Parlons-en à Denis Villeneuve. Oui, tout à fait. Ça a été minuit moins une avant qu'il y ait le feu vert pour le deuxième. Puis c'est ça. Donc, Alex Garland et qui met en vedette, c'était Jesse Buckley. Jesse Buckley et Rory Kinnear. Alors, Jesse Buckley qui a récolté une nomination aux Oscars cette année pour The Lost Daughter. Mm-hmm. Rory Kinnear... je pense qu'elle avait été nominée, par exemple, pour Tchernobyl aussi. Une excellente série. Elle était très bonne dedans. Puis en fait, elle a fait beaucoup de télé et de films de plateforme, mais c'est le fun d'enfin l'avoir sur grand écran, justement. Rory Kinnear qui a fait vraiment beaucoup de TV de rôles secondaires, mais c'est comme une face qu'on reconnaît, mais je n'arrive pas à savoir de quoi nécessairement. Mais... moi, j'ai trouvé la réponse, parce que moi aussi, j'étais curieux. Je me disais, coudonc, je l'ai déjà vu dans plein de choses. En fait, il joue le rôle de Bill Tanner, qui vous dira rien comme nom comme ça, mais c'est l'assistant de M dans les James Bond avec Daniel Craig. Ben oui, parce que c'est un film britannique, fait que c'est tous des acteurs, actrices anglaises. Alors, que raconte Men? Men, c'est à la mort de son ex-mari, Harper, qui est joué par Jesse Buckley, décide de se ressourcer. Donc, elle se rend seule dans la campagne britannique. Elle vit à Londres, finalement. Puis, dans les bois, près de la maison qu'elle loue, sent quelqu'un ou quelque chose l'observer. Puis, de là va s'installer un climat d'une certaine tension. Men, je ne sais pas s'il est disponible en version française, mais assurément en version sous-titrée française. Il s'appelle c'est EUX aussi. On s'en parlait après, par exemple, que c'est peut-être pas le meilleur... C'est pas si pire, c'est juste qu'on dirait que ça crée une distance avec les hommes, alors que Men est homme au pluriel. Ouais, le message est tout autre quand on le prend vraiment avec le nom anglais. Parce que vraiment, au cœur du film, c'est la masculinité toxique, la menace des hommes, la violence des hommes et tout ça. Donc, je trouvais que c'est un drôle de choix, mais ça peut se défendre, remarque, là. C'est un film d'horreur comme tel, 13 ans et plus horreur, un genre de suspense. C'est des studios A24, fait que ça, la sauce artistique, le cachet artsy. C'est des films un peu à la Babadook aussi. C'est une thématique, c'est une... c'est une vision pour démontrer un propos qui est par rapport à la masculinité toxique. Il y a une certaine ouverture à qu'est-ce qu'on veut comprendre du film, comment sont liées les choses. Si vous êtes un fan de horreur, je veux voir 12 personnes mourir pendant le film, ça sera pas ça. Il y a genre 3 comédiens dans le film. C'est pas Scream, non, c'est ça. Mais on va créer un climat de tension. Techniquement, le film est super beau. Oui. Dans une campagne britannique assez pluvieuse. Il pleut pas constamment, mais on voit que le ciel est couvert. Puis, je pense que tu vas être d'accord avec moi. S'il y a un rapprochement, une comparaison qu'on peut faire, c'est probablement Midsommar. On est dans un esthétisme hyper léché. Le son, l'utilisation de la trame sonore, de la musique. Écoute, il y a un travail incroyable qui crée des malaises, qui crée une tension tout le long du film. Mais c'est ça, c'est pour un public assez averti. On est dans l'allégorie, le symbolisme. Vous ne trouverez pas nécessairement une réponse claire aux questions abordées dans le film, donc soyez prêts à ça. Puis, contrairement par contre à Midsommar, si peut-être ça vous a déçu, ici c'est 1h40 à peu près le film, fait que c'est assez straight to the point, c'est assez direct, il n'y a pas de longueur, alors que Midsommar, certains, c'est ce qui avait
comment dire, reproché au Reproché. film. Là. C'est ça que c'était un genre de 2h30. Je sais pas si c'est un spoiler que... Disons que Rory Kinnear... Ben, je crois pas. Dans la bande-annonce, si on le voit dans la bande-annonce, c'est ça, ouais. c'est qu'il joue pratiquement tous les Rôle masculin. rôles masculins, Mm. outre son ex-mari. Ouais. Fait que c'est comme très intéressant dans la façon. Je me demandais si c'était un petit peu un tournage pandémique ou des choses comme ça, mais je pense que non. C'est vraiment le propos de l'histoire. Elle se retrouve dans un petit village où il n'y a pas ben de monde, mais ils ont comme toute la même face un petit peu. Puis c'est ça. C'est pas parce que c'est une machination, puis c'est de comprendre pourquoi c'est comme ça. C'est plus parce que tout ça est en dedans d'elle, si on veut, d'une certaine manière. Là. C'est comme le propos du film. Oui, tout à fait. Oui, ça, je pense que ça sert vraiment l'intention du réalisateur. Puis en même temps, c'est pour montrer que le potentiel violent de l'homme est dans toutes les facettes de la société, donc de l'Église. Elle rencontre un prêtre, la police, finalement, qui la protège pas tant que ça. Des le dudes jeune random garçon, qui ont c'est ça l'air weird. Là, c'est ouais. ça. Puis un jeune étudiant aussi, avec l'intimidation scolaire et tout ça. Donc, fait que non, c'est vraiment une belle recherche au niveau du scénario. Ça, comme je dis, c'est un film qui est très original, très déroutant. Un peu de body horror quand même. Oui, quand même. Là, moi, c'est le genre de film, tu sais, comme on dit, des fois, Scream, tu vas le voir tout seul, tu passes un bon temps, puis c'est ça. Mais ça, je pense que c'est mieux d'y aller à plusieurs, puis vraiment d'en discuter par après. C'est comme un double discours peut-être. Des fois, il y a des films avec des thématiques féminines qui vont être traitées par des gars, puis c'est ça qu'on décrit, tu sais, qu'on dit, ben là, il me semble que ça prendrait des visions féminines derrière ça. Alors que dans ce contexte-ci, je trouve ça intéressant qu'un gars vienne parler de la masculinité toxique. Fait que c'est pas... Je sais pas comment dire. Il faut aussi que des femmes le fassent, mais c'est intéressant qu'un gars le fasse parce que peut-être qu'il parle plus à d'autres hommes. Ouais. C'est ça. Comme quand il y a eu des vagues de dénonciation dans les milieux culturels et artistiques aussi, bien, il y en a plusieurs qui ont dit, c'est sûr, tous les hommes après sont regardés dans le miroir en disant, crime, peut-être que des fois j'ai été erroné sans le savoir. Là, t'sais. Fait que... bref, je pensais dans cette même continuité-là. Fait que c'est un film socialement intéressant, mais ça reste aussi un très bon divertissement. C'est pas juste brainy là, quand vous allez le voir. Là. C'est pas non plus... Ah merde, je voulais citer un réal, mais j'ai oublié. Voyons, pas Lars von Trier, mais... Crime, celui qui avait fait... où il y avait Brad Pitt, puis Sean Penn, puis ça commençait avec des dinosaures, puis là... Terrence Malick. Oui, Terrence Malick, c'est ça, pardon. Ça. J'ai pas réussi à bien construire la tension de ma blague, finalement. Et Jessie Buckley, elle est vraiment très, très bonne. Seule affaire, tout le long, je dois avouer que je trouvais que c'est comme la version femme d'Eddie Redmayne. Tout au long, je pensais à Eddie Redmayne. Je trouvais qu'ils ont le même genre de sourire et de carrure de visage et tout. Mais bon. Mais tu l'avais-tu vu dans d'autres choses? Toi, ben, écoute, j'aurais pas fait le lien que c'était dans le Tchernobyl, honnêtement. Okay, c'est en lisant là-dessus. Ouais, c'est ça. Moi, je l'ai écouté l'année passée. Mais, donc, ouais. C'est ça. Non, moi, j'ai vu Lost Daughter, puis qu'il y avait des nominations ouais, je l'ai pas vu encore. Aux Oscars, puis c'est vraiment un bon film, puis elle était vraiment bonne. Elle fait comme la jeune Olivia Colman. Okay. Colman est comme ça à la plage à l'âge qu'on connaît, là, fin quarantaine. Puis comme quand elle a ses souvenirs de quand elle a eu ses enfants, puis qui est plus début trentaine, ben là, c'est Jessie Buckley qui la joue. Restons du côté britannique d'Angleterre pour la prochaine sortie. À moins qu'il y avait autre chose que vous voulez rajouter, sûrement. Non, vas-y, c'est juste que... Downton Abbey 2. Ah, ok, c'est bon. Ben oui. Tu te demandais où je m'en allais oui, avec oui, ça. c'est ça. C'était pas ce film-là que j'avais en tête. C'est ça que Britannique m'a largué un peu. Bon, restons dans la thématique british. Donc, deuxième volet de cette saga, écoute, qui est devenue... culte pour plusieurs, vraiment. Là, la série télé, c'était fou il y a quelques années, comment tout le monde embarquait dans cette série-là. Donc, le premier film avait été bien accueilli, avait été un grand succès. Alors, on retrouve cette fois-ci notre famille... Écoute, je sais même pas leur nom. On vous l'a dit. Ça, je dois la dernière fois, on s'en cachera pas que... non, on n'a jamais écouté. Culturellement, je sais c'est quoi, mais je pourrais pas vous faire une bonne critique du film. Là. J'ai vu à peu près 12 minutes de tout ce que c'est dans ma vie. Là. Mais on est en 1928. C'est la douairière Violette Grantham, donc le personnage de Maggie Smith. Donc ça doit être la famille Grantham. Sûrement, oui.
la femme Maggie Smith, On s'en excuse. qui apprend avec étonnement, avec stupéfaction, qu'un de ses amours de jeunesse, le marquis de Montmirail, un Français, lui a légué une somptueuse villa sur la côte d'Azur. Alors, je sais que c'est pas tout le monde, c'est comme la moitié de la gang partent là, puis ben là, à peu près la moitié de la gang se rendent là, puis on règle écoute, des problèmes familiaux avec sérieux et humour, comme la série sait si bien le faire. Pour vrai, je veux pas qu'on ait l'air de parler contre ça, c'est juste c'est pas une série qu'on a suivie ni l'un ni l'autre, fait qu'on fera pas semblant. Heureusement, en fait, la série est toujours écrite par Julian Fellows, qui est le créateur de la série et du premier film et tout. Ce n'est pas le même réalisateur que le premier film, cela dit. Maintenant, c'est Simon Curtis, qui avait aussi fait... dans des films qui pourraient avoir un même look ou esthétique, là, je pense à My Week with Marilyn, là, qui est sur Marilyn Monroe, Woman in Gold aussi, il y a quelques années. Bref, alors je crois que les premiers critiques sont déjà très bonnes. Là, on sait bien combler les fans de la série. Puis lui-même, Julian Fellows, lui, il avait pas de plan là, de faire une série, puis 8 films, puis tout. Dis-moi, quand j'ai fini la série, je pensais que c'était fini, puis c'est comme Universal qui a... c'est-tu Universal? Ou en tout cas, la production. Je pense que c'est Focus Features, ouais. Qui ont dit comme, ça serait le fun d'un film. Puis OK, je vais écrire de quoi? C'est bon. Puis après son film, ils disent, ça y est, c'est fini, là. Puis là, ils ont dit, ça a bien fait. Une suite, ça serait pas pire. Si t'as une bonne idée, ça serait pas pire. Puis OK, je vais écrire une bonne idée. C'est sûr qu'il pourrait en faire à vie, mais à un moment donné, j'imagine que le pauvre homme veut faire d'autres choses. En fait, j'ai eu en entrevue rapidement comme ça qui était ouvert à continuer les aventures. Là. Je ne sais pas pour combien de films, mais en tout cas, il ne ferme pas la porte à au moins un troisième film éventuel. Là, donc. Parce que c'est quand même assez succinct. Là. On est en 2022, l'autre c'est 2019. C'est quand même très récent. J'imagine qu'en tout cas, je dis ça poliment, là, mais il y a quand même plusieurs personnes âgées, fait qu'il veut peut-être capitaliser tant que tous ces acteurs-là sont en vie. Hein? Donc, Downton Abbey 2 pour les maniaques de la série. Une nouvelle ère ou A New Era, puisqu'ils s'en vont en France. Justement, tu parles de la France, allons-y avec un documentaire. Ben oui, tu m'as servi sur un plateau d'argent. Documentaire Panthère des Neiges, documentaire qui va quand même susciter, je pense, un grand intérêt parce que derrière ce projet-là, il y a le photographe animalier Vincent Munier et aussi le romancier, écrivain Sylvain Tesson qui a participé donc au documentaire, à l'expédition. Mais Sylvain Tesson, on a tiré un livre également où il parle du récit, mais évidemment, le film laisse place à la réflexion sur l'humanité et tout ça. Et son livre qui est sorti en 2019 a été le livre francophone le plus vendu de cette année-là. Plus de 500 000 exemplaires. Ça a été un phénomène littéraire incroyable qui a gagné plusieurs prix. Donc, si vous avez lu ce livre-là, La Panthère des Neiges, c'est le documentaire, finalement, les images qui accompagnent tout ça. C'est ça. Puis, il y avait avec eux Marie Amiguet, ou Amiguet. Donc, c'est un film officiellement de Marie Amiguet et Vincent Munier. Qui sont un couple dans la vie. Ah bon, voilà. Et alors, sauf que Marie, elle, puisqu'elle filme tout le temps, on la voit jamais devant la caméra. On est au cœur des hauts plateaux tibétains et le photographe, c'est ça, Vincent Munier, entraîne l'écrivain Sylvain Tesson dans sa quête de la panthère des neiges, qui est un animal très dur à trouver parce que c'est des genres de gros félins qui sont bien sur un gros territoire, exactement, qui se confond dans la roche et les petites montagnes. Alors, Vincent va initier son ami à l'art délicat de l'affût, de la lecture des traces et surtout de la patience nécessaire que ça prend pour entrevoir des animaux. Puis en parcourant les sommets habités par, comment dire, quasiment des présences invisibles. Là, dans le fond, il faut que tu t'arrêtes, tu te caches, puis là, la nature va apparaître parce que tu es complètement à découvert. Là, on voit des genres d'antilopes, je sais pas trop. C'est tous des mammifères qui ressemblent à quelque chose qu'on connaît, mais une version un peu modifiée pour vivre en altitude. Version comme ça. Exotique. Puis les voix là, sont super loin, puis s'il y en a un qui tousse, les animaux se sauvent, là, tout est dégagé. T'sais. Fait que, fait que les deux hommes vont tisser un dialogue comme ça sur, disons, la place de l'homme parmi les vivants, célébrer la beauté du monde, puis comme comparé avec leur vie en ville, comme amené, il fait réflexion, là, je m'écarte du synopsis, là, déjà, je tombe. Comme, tu sais, en ville, il dit, toute ma vie, j'ai passé par tellement d'endroits, surtout comme écrivain, tu sais, j'ai voyagé beaucoup pour faire des conférences, des trucs comme ça. Puis je prends pas le temps
d'observer la nature puis ce qui est autour. T'sais. Fait que c'est pas un documentaire animalier à la Devin Attenborough là, qu'on va... Ou Crocodile Hunter. Ouais, c'est ça, avec une grosse narration. Puis là, l'animal va faire ça. C'est vraiment... Tu suis un photographe. Fait que c'est autant humain qu'animalier. Puis si ça prend beaucoup de temps à percevoir la panthère des neiges, on voit quand même plein d'autres animaux au travers de ça. C'est magnifique, honnêtement. Les images sont superbes. Ça nous donne un coin de la Terre qu'on voit pas souvent. Et moi, ce qui m'a fasciné, c'est justement le personnage, en fait, Vincent Munier. Il est comme un enfant. Il a toujours le sourire. Moi, j'adore les gens passionnés dans la vie. Et de le voir triper sa vie, à attendre comme ça des jours, ça m'a vraiment fasciné. Là, ouais, c'est ça. Nous, on dirait comme, hey, ils doivent s'emmerder parce qu'ils peuvent pratiquement rien, pas bouger, isolés, ils chuchotent, ils boivent de l'eau, puis c'est tout. Puis c'est comme lui, c'est comme, non, c'est ici que je suis le mieux au monde et tout, tu sais. Le film a remporté le César 2022 du meilleur documentaire et le Lumière aussi du meilleur docu. Ça, c'est les prix de la presse internationale, dans le fond, en France, qui remettent ça. Il a été présenté à Cannes en 2021. Fait que, et on signale aussi, la musique, c'est Warren Ellis et Nick Cave qui font plusieurs grands films. Là. Il y avait un film récemment sur une petite présentation spéciale, peut-être vous avez vu, sur leurs derniers albums collaboratifs. Mais en fait, souvent la musique de pas mal toutes les John Hillcoat, là, The Proposition, The Road, Lawless, puis une couple d'autres westerns, là, Assassination of Jesse James. Fait que c'est pas la première fois qu'ils font des films, mais peut-être en documentaire une des premières fois. Mais c'est très bon. C'est ça, excellente musique, très planante, beaucoup de place au violon, mais pas une orchestration classique, traditionnelle. Quelques pièces chantées par justement Nick Cave aussi. Donc, absolument avoir vraiment un très beau documentaire, comme je dis, très accessible, très contemplatif, mais vraiment accessible. Puis c'est une beauté qu'on n'est pas habitué de voir. Tout est comme un peu gris-beige, là, d'une certaine manière, des sommets tibétains, des choses comme ça. Fait que, fascinant. Fascinant documentaire. Dans les autres sorties, un autre documentaire, c'est Humus de Carole Poliquin, cette fois-ci fait au Québec. C'est un couple de maraîchers qui, disons, préconisent pour leur culture une fertilisation naturelle du sol qui nécessite un minimum d'intervention humaine. C'est un film qui se veut, c'est ça, un peu un pied de nez à la façon de faire des grosses industries de comme drainer le sol au maximum puis les super cultures. D'ailleurs, j'avais lu que la réalisatrice Carole Poliquin, au début, elle voulait ça un peu plus... engagé un peu, si on veut, vraiment plus une critique, un film plus agressif, peut-être, documentaire plus agressif. Mais finalement, en discutant avec ce couple-là, puis tout, c'est devenu plus une célébration des bonnes façons de faire plutôt qu'une attaque des mauvaises. Ça me rappelle un peu La ferme et son état, justement, de Marc Séguin en 2017, qui travaillait avec des petits agriculteurs qui disaient non, il y a moyen de mieux faire puis de faire de meilleure qualité que juste être en production de masse. Fait que ça, c'est un autre discours là, qui vient teinter toute notre façon de consommer, de se nourrir et d'être très loin de ce qu'on mange, finalement. Qui est un discours très d'actualité, évidemment, avec toute la pénurie, l'inflation et tout ça. Donc, on le voit, les gens s'intéressent beaucoup à tout ce qui est cultivation. Alors, Humus, Homos, là, qui n'est pas juste la purée de pois chiches. La comédie Alors on danse de Michel Larocque, beaucoup plus léger. Après avoir découvert les infidélités de son mari, Sandra se réfugie chez sa sœur. Pourtant, elles sont complètement à l'opposé l'une de l'autre, toujours en train de se chicaner. Mais elles vont se retrouver autour de leur passion commune, la danse. Alors, c'est toute quand même une belle bande de genre quinquagénaire. Il y a Thierry Lhermitte aussi au générique. C'est l'adaptation du film britannique Finding Your Feet, que je suis pas sûr qu'il avait pris l'affiche ici. Non, c'était en 2017. On a le très beau drame Les Intranquilles de Joachim Lafosse. Je pense, ou Joachim, je sais pas comment il dit. Joachim. Qui avait fait entre autres L'économie du couple. Il fait souvent en fait des films sur les drames familiaux, si on veut, sur une même famille. Ici, on suit la vie paisible d'une petite famille qui va chavirer lorsque le père, qui est un artiste peintre bipolaire, dans le fond, et qui est surmené, va cesser de prendre ses médicaments, fait que sa femme va
voir s'en venir la tempête, sachant que le film débute qui est dans son high, que le down éventuellement s'en vient. Ils ont leur fils au travers de tout ça. Il y a un beau parallèle entre justement la création artistique de comme s'isoler pour créer, tout ce côté-là. C'est le genre de film en fait qu'on aurait pu écouter et vous en parler en profondeur, mais là, on manque de temps, on peut pas tous écouter. Il a gagné au César 2022 la meilleure actrice pour Leila Bekti et le meilleur acteur pour Damien Bonnard. Au Magritte, qui ça aussi c'est une célébration par les professionnels du cinéma, il a gagné 6 prix, dont meilleur film, meilleur scénario, meilleure réalisation. Non, je pense pas qu'il avait été présenté à Cannes. Fait que on dit que c'est une œuvre captivante là, de bout en bout, qui est aussi dénuée de clichés, là, même si on parle de bipolarité, c'est un traitement vraiment plus humain et concret. C'est d'ailleurs inspiré librement de l'enfance du cinéaste. Fait que Les Intranquilles, je pense que je vais même essayer d'aller le voir au cinéma à travers tous ces autres visionnements. Et beaucoup plus niché peut-être, c'est le drame Memoria du Thaïlandais Apichatpong Weerasethakul. Ça se passe à Bogota, en Colombie. C'est une botaniste d'origine écossaise qui tente de comprendre l'origine du son puissant et métallique qu'elle entend dans sa tête. Cette botaniste est jouée par Tilda Swinton et le film avait remporté ex aequo le prix du jury à Cannes en 2021. On dit que c'est vraiment plus une expérience sensorielle et philosophique. Il y a beaucoup de liberté d'interprétation aux spectateurs sur l'interconnexion entre les êtres, la mémoire, les lieux. On en parle parce qu'il est au cinéma, mais il sera là pas très longtemps. Pour l'instant, il est en exclusivité à Montréal, je pense 2 semaines. C'est comme un film qui fait une tournée. Là. Okay. Après ça, il est prévu au Cinéma Leclerc à Québec la semaine du 3 juin, mais 1 semaine seulement. Même si c'était complet tout le temps, il ne pourrait pas être prolongé. Là. Le film fait comme une tournée canadienne. Fait que si ça vous intéresse, disons, attendez pas qu'il arrive à votre cinéma à côté de chez vous. Là, il va en faire très peu. Fait que Memoria. Et ça conclut pour cette semaine. Je crois qu'il y a une très belle offre. Si jamais en ce long week-end, il y a une petite journée pluvieuse, là, vous saurez qu'il y a de bons produits pour vous. Et la semaine prochaine, c'est, je pense, le gros film des gros films. Ouais. Boucherez vos oreilles. Top Gun Maverick de Joseph Kosinski et avec l'intuable Tom Cruise, là, dans le fond, l'acteur cascadeur. Alors, on retrouve son rôle iconique de Maverick 36 ans plus tard. On a bien hâte de voir, d'autant plus que les critiques sont dithyrambiques. Il vient d'avoir un très bel accueil à Cannes également. Alors, je pense que ça va être toute une expérience pour les tympans. Ouais, on se fait la bande-annonce. Mais on dit que le scénario aussi est excellent. Fait que c'est pas juste tape à l'œil. Voilà. Alors, d'ici là, contactez-nous comme d'habitude par courriel balado@monciné.ca et nous vous invitons à vous procurer gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations et c'est dans lui que, justement, tu as fait un papier sur... tu reviens sur l'ancien Top Gun. Fait que ça peut être une bonne préparation pour aller voir, en fait, le Top Gun Maverick qui doit sortir même dès jeudi soir, probablement, dans la plupart des cinémas. Alors, voilà. Sur ça, on vous souhaite à tous un très bon cinéma et du bon popcorn.